Il est midi, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce Minergie Savoir-faire actuel, avec l'ambition aujourd'hui de vous donner une vue d'ensemble de ce qui a changé l'année passée pour Minergie, pour le CECB et puis pour le SNBS. Pour ceux d'entre vous qui êtes membres ou partenaires spécialistes, toutes les informations qui concernent Minergie ont déjà été diffusées. Vous les avez reçues déjà en primeur au mois d'octobre à notre rencontre des membres et partenaires spécialistes. J'ai étayé un petit peu les choses par rapport à ce que notre comité directeur a finalement décidé concernant les exigences qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2026. Pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude, ce sera une répétition, mais je voulais vous dire que justement vos caméras et vos micros sont désactivés. C'est pour permettre une meilleure transmission de l'information, vu qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans l'onglet Q&R. À la fin de la présentation, je passerai en revue les questions. J'essayerai d'y répondre au maximum à un maximum de questions. S'il y avait des questions que j'arriverais pas à répondre ou que pour lesquelles le temps serait trop limité, n'hésitez pas aussi à nous lancer un coup de fil pour avoir un échange plus personnalisé à ce sujet. L'événement est enregistré et puis il sera disponible sur notre plateforme Minergie Savoir-faire d'ici la semaine prochaine. Si vous aviez des problèmes techniques, n'hésitez pas à contacter Marion Bissic, la responsable de la formation continue chez nous, au 027 205 70 14. Voilà pour la petite intro. Je vous le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon des exigences et des évolutions qu'il y a eu d'abord pour le CECB, l'étiquette énergie pour les bâtiments, et puis pour les labels Minergie et SNBS qui se déploient tant à l'échelle du bâtiment qu'à l'échelle du quartier depuis 2023. La chronologie passera par le CECB, ensuite le SNBS et pour conclure Minergie. Je commence donc avec le CECB. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a pas mal de slides. Je me permettrai de passer assez vite sur certaines. L'idée, c'est que le support soit mis aussi à votre disposition sur la plateforme après la séance d'aujourd'hui pour que vous ayez toutes les informations le plus exhaustives possible. Le CECB, c'est toujours trois produits. L'étiquette énergie de base pour l'évaluation de l'état énergétique d'un bâtiment existant. Le CECB+, qui est un CECB plus un rapport de conseil qui analyse différentes variantes de rénovation et le CECB nouveau bâtiment qui est encore peu utilisé pour l'instant, mais on le verra quand je vous présenterai les nouveautés du MOPEC 2025, comment ce CECB nouveau bâtiment se positionnera probablement différemment dans les années à venir. Le CECB, donc, c'est l'étiquette énergétique des bâtiments avec la classification de trois éléments différents. D'abord, l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment, l'efficacité énergétique globale qu'on connaît depuis les débuts du CECB, et puis depuis 2023, une évaluation aussi des émissions directes de CO2. C'est une échelle assez binaire. Si le bâtiment est encore chauffé avec des énergies fossiles, on sera dans des classes F ou G, et si on est passé aux énergies renouvelables, dans une classe A ou B. Le certificat est valable pendant 10 ans ou jusqu'à ce que le bâtiment subisse une modification importante sur le plan énergétique. Il est identique dans toute la Suisse et puis on le propose pour les immeubles résidentiels ou les bâtiments résidentiels, la villa aussi évidemment, les bâtiments administratifs, les écoles, les commerces, les restaurants et les hôtels. Et en complément de ce CECB, on peut justement faire un CECB+, qui est un rapport de conseil assez exhaustif qui analyse jusqu'à 5 variantes de rénovation énergétique depuis justement 2024, année pendant laquelle on a lancé ce nouveau CECB+, donc un rapport de conseil et puis un CECB entièrement revisité. L'objectif de cette révision a été en fait de changer le positionnement de ce CECB+, ou plutôt d'essayer d'aller dans le sens de ce pourquoi il a été développé. On constate qu'il est souvent utilisé comme moyen d'obtention de subventions, donc c'est un document qui est réalisé à une phase assez tardive du processus, alors qu'il a toujours été développé et imaginé
plutôt au stade des études préliminaires pour permettre justement à un maître d'ouvrage de se faire une meilleure idée des possibilités qu'il a avec son bâtiment et des possibilités d'amélioration qu'il aurait. Du coup, on l'a entièrement revisité dans ce sens-là, avec clairement l'objectif de faire des modifications qui sont dans le sens d'un document qui s'adresse aux propriétaires. Vous voyez ici la première page du CECB. Une des choses qui a changé, c'est la photo qu'on ne retrouve pas sur la première page du document. On la retrouvera en page 5 avec toute la description détaillée à destination des professionnels. Puisqu'on s'adresse au propriétaire, ben lui sait très bien à quoi ressemble son bâtiment et il n'a pas besoin d'avoir une photo pour s'en rappeler. L'idée, c'est de mettre plus en lumière, de manière plus visuelle encore, les classes de performance énergétique pour que ce soit finalement l'information la plus importante pour le propriétaire. On a intégré ensuite dans la deuxième page de ce document une nouvelle échelle qui évalue d'abord les différents éléments de l'enveloppe du bâtiment avec une classification quantitative du besoin énergétique de ces différents éléments sur la gauche et de l'autre côté à droite la production d'énergie finalement, quel type d'appareil consomme ou produisent combien d'énergie pour couvrir le besoin qui est de l'autre côté. On a amélioré aussi la présentation de l'évaluation qualitative de l'état existant. On a augmenté les possibilités de description. On a entièrement remanié aussi les textes qui sont générés par défaut par l'outil CECB, justement dans une logique d'être le plus accessible possible pour les propriétaires. La page 4, c'est toujours la même chose avec cette fois-ci les précisions sur les installations photovoltaïques, s'il y en avait, et puis les informations sur le comportement des utilisateurs et utilisatrices, puisque je rappelle que le CECB classifie un bâtiment sur la base de ses caractéristiques constructives et pas sur la consommation réelle d'énergie qu'il a. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut souvent réexpliquer aux propriétaires pour qu'ils comprennent bien la différence. On retrouve ensuite en page 5 la description détaillée du bâtiment à destination des professionnels, cette fois-ci justement avec la photo d'identification du bâtiment. On a amélioré la lisibilité des caractéristiques techniques, on a introduit une synthèse des surfaces de référence énergétique par catégorie d'ouvrage. On a une indication maintenant de la consommation d'énergie mesurée. On a une description plus compréhensible du concept de renouvellement d'air existant. On a une description de la répartition de l'approvisionnement en énergie finale par agent énergétique. Donc, chaque agent énergétique est la part de l'approvisionnement final qu'il couvre. Et puis, on a, l'indication de la limite supérieure de chaque classe de performance pour chaque indicateur de performance dans le CECB. La dernière page du document, c'est celle qui a le moins changé, c'est les renseignements sur le CECB. C'est très similaire justement à ce qui existait jusqu'à maintenant. On a remanié simplement les choses pour que ce soit en adéquation avec les dernières évolutions, par exemple la référence à la normalisation du CECB qui deviendra dans sa prochaine mouture la codification du CECB. Je passe maintenant à la présentation du rapport de conseil. Donc, il a évolué de manière maintenant à être séparé en 3 parties. La première partie qui est un résumé en 6 pages et qui s'adresse vraiment au propriétaire avec toutes les informations les plus importantes pour lui. C'est un peu la même logique que dans le CECB. Dans une deuxième partie, après, on a un rapport détaillé qui reprend tous les points du résumé et qui les détaille à destination des professionnels. Et en troisième partie, toutes les annexes ou les pièces justificatives finalement qui explique comment on est arrivé aux hypothèses de calcul du CECB ou du CECB+. Dans le chapitre 1, on retrouve l'évaluation de cet état initial pour l'enveloppe du bâtiment et pour les installations techniques avec un système de points qu'il y a aussi dans le CECB pour qualifier finalement l'état, par exemple, de l'installation de chauffage en passant par usé, abîmé, en fin de vie ou justement en nouvel état.
Dans le chapitre 2, on retrouve une synthèse de toutes les variantes de rénovation énergétique qui sont analysées pour le propriétaire. On peut analyser jusqu'à 5 variantes aujourd'hui. C'était un des souhaits des experts CECB et c'est une évolution qui a été prise en compte dans ce nouveau CECB+. On a ensuite une évaluation des coûts des travaux de rénovation avec la prise en compte des subventions et également depuis cette nouveauté en 2024, la prise en compte aussi des déductions fiscales. On travaille là avec le taux marginal d'imposition, donc le propriétaire, s'il le souhaite, peut indiquer à son expert son taux marginal d'imposition, ce qui permet de prendre en compte cet élément. On le voit déjà dans cet exemple-là, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant pour calculer la rentabilité de différentes variantes de rénovation énergétique. Ensuite, le gros changement, c'est la recommandation. On veut vraiment que l'expert se positionne sur les différentes variantes de rénovation énergétique qu'il a analysées pour que celle qu'il trouve la plus pertinente pour un objet en question soit vraiment explicitement conseillée au propriétaire, parce que c'est ça l'objet de ce rapport de conseil. Ça sert non seulement aux propriétaires, mais aussi, par exemple, aux autorités cantonales qui subventionnent certains travaux pour s'assurer que ce soit bien des travaux de rénovation énergétique les plus pertinents pour le bâtiment en question qui sont mis en œuvre. On retrouve ensuite cette illustration à gauche du besoin énergétique et à droite de sa couverture, avec en vert, cette fois-ci, l'effet de la variante de rénovation qui est recommandée et la manière, par exemple, ici, sur le chauffage, dont les besoins ou la production de chaleur va baisser de 71% si ces travaux de rénovation sont mis en œuvre. On voit ici que la recommandation qui est faite aux propriétaires, ce sera typiquement plutôt le changement du producteur de chaleur sans intervention ici sur l'enveloppe du bâtiment. On a ensuite les prochaines étapes. Ça, c'est quelque chose qui manquait souvent aux propriétaires. Pour le coup, c'est les propriétaires qui nous ont indiqué qu'ils aimeraient avoir plus d'informations et plus de clarté sur ce qu'ils doivent mettre en œuvre maintenant, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire sur leur bâtiment. Il y a un texte par défaut, justement, qui est généré directement dans le rapport de conseil, et puis la possibilité toujours pour les experts de l'adapter. De manière facultative, les experts peuvent analyser aussi le potentiel du site sur lequel le bâtiment se trouve, en passant par le potentiel de recourir à des pompes à chaleur, par exemple, du chauffage à distance, du chauffage à bois, le potentiel aussi du gaz ou du mazout, par souci de transparence, même si effectivement, comme vous vous en doutez, l'objectif, c'est la transition énergétique, la transition climatique et le passage à des formes d'énergie renouvelables. Ça, c'est un chapitre qui est facultatif parce que ça prend quand même un certain temps à évaluer ses potentiels et c'est quelque chose que le propriétaire peut commander en plus à son expert CECB. Sur cette dernière slide concernant les nouveautés, vous trouverez un résumé de ces différentes exigences. Ça, c'est typiquement une slide qui est à votre disposition pour avoir une vue d'ensemble après la présentation que je ne passerai pas en revue de manière détaillée aujourd'hui. Ces changements, on a essayé de les communiquer l'année passée, par exemple, avec notre présence à Habitat et Jardin. Il y avait des experts CECB qui étaient également présents sur le stand pour répondre aux questions des visiteurs et des propriétaires qui pouvaient être là. On a fêté aussi le 200 millième CECB l'année passée avec une coopérative d'habitation à Berne qui a entièrement rénové un parc de bâtiments de 1974. Vous voyez ensuite un peu le détail des mesures de rénovation énergétique qui ont été faites. Ce que je voulais vous dire encore aujourd'hui par rapport au CECB, c'est l'évolution du nombre de publications. On est en train de finaliser encore les statistiques 2025 avec le bilan qu'on est en train de consolider aussi pour l'année passée. Vous voyez par contre qu'on a atteint un pic en 2023. On a eu une diminution de l'ordre de 5% sur les publications initiales de CECB, donc sur le nombre de nouveaux bâtiments qui étaient classifiés avec un CECB, de 10% à peu près sur les rapports de conseil.
En tout, on avait presque 180 000 bâtiments qui étaient classifiés avec un CECB fin 2024. Et pendant l'année 2025, justement, on a pu fêter ce 200 millième. La tendance qu'on constate pour 2025 est similaire. La baisse des publications est aussi de l'ordre de 4 à 5 donc de nouveaux bâtiments qui sont classifiés avec un CECB. Par contre, le recul s'est stabilisé pour les rapports de conseil. Le recul en 2025, il n'est plus que de 1% à peu près, 1% et demi. Et ben, on est en train de prendre toute une série de mesures pour essayer de corriger le tir et puis pour essayer de maintenir l'attractivité du CECB. Évidemment, les cantons dans lesquels le CECB est obligatoire dans différentes conditions sont vraiment des cantons moteurs pour le développement du CECB. Et là, on peut saluer en particulier les efforts des cantons romans. Les nouveautés qu'on prévoit pour 2026 pour essayer d'inverser cette tendance, c'est l'introduction d'ici le deuxième trimestre d'un nouvel assistant qui permettra de déterminer, de documenter plus facilement la surface de référence énergétique et les surfaces de l'enveloppe du bâtiment. Donc ça, c'est une évolution qui s'adresse aux experts CECB en particulier pour faciliter leur travail et augmenter l'efficacité qu'ils ont dans la production de CECB. On va intégrer aussi directement un calculateur de valeur U. Ça leur permettra justement de calculer les valeurs U, de les documenter et d'assurer ainsi une traçabilité optimale entre les valeurs qui sont déclarées dans le CECB et les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à ce résultat. On a augmenté aussi les émoluments au 1er janvier 2026. Tous les experts CECB ont été informés bien en amont déjà l'année passée. Pour ceux d'entre vous qui en êtes, vous le savez déjà. Et puis, pour le troisième trimestre de cette année, une grosse évolution sera l'introduction de la nouvelle codification du CECB. L'élément essentiel, c'est en fait une reprise des exigences du MOPEC 2025. Donc, on a recalibré la limite entre les classes B et C pour être en adéquation avec les exigences du MOPEC 2025. Ce qui a nécessité de revoir aussi après les sauts de classe, donc avec cette nouvelle codification, pour l'efficacité énergétique globale, à partir de la classe C, y compris pour la classe C, on aura des sauts de classe qui passeront de 50 à 75%. L'ambition ou la logique, le but de cette modification, ben, c'est de s'assurer qu'on ait toujours une bonne répartition des bâtiments existants dans ces classes, des bâtiments pour lesquels des mesures de rénovation ont été réalisées, pour permettre malgré tout d'en rendre compte dans un CECB et d'avoir de pouvoir poursuivre aussi dans cette logique de subvention par saut de classe. Voilà, ça concernait le CECB et je passe maintenant au SNBS. Pour vous donner d'abord une vue d'ensemble de la proposition du NNBS, le NNBS qui est le réseau de construction durable en Suisse, qui développe et entretient différents standards. Le plus connu, c'est probablement le SNBS bâtiment, qui a été revisité aussi en 2023. Je vous dirai dans les grandes lignes de quelle manière. Ensuite, le SNBS quartier, qui a été lancé aussi au même moment. Et puis, une offre aussi de standard qui ne propose par contre pas d'offre de labellisation ou de certification, qui est le SNBS infrastructure, mais qui permet justement de planifier de manière durable des infrastructures routières, électriques, etc. Et le gros projet du NNBS en ce moment, c'est un SNBS existant en exploitation qui s'adressera aux bâtiments existants. Donc, d'une certaine manière, c'est un produit qui, comme le CECB, vise des bâtiments qui sont déjà en exploitation et qui permettra d'évaluer leur durabilité sur un catalogue de critères un peu plus large. Le lancement est prévu en 2026 dans sa version germanophone et puis dès que possible dans sa version française, on espère d'ici aussi la fin de l'année. Le SNBS bâtiment, le plus connu, propose en fait un système de certification de bâtiments durables pour les logements, pour les bureaux, pour les bâtiments scolaires, avec 3 différents niveaux de distinction passant de l'argent, de l'or au platine.
Les principales modifications qui ont été réalisées dans le SNBS 2023, bah, c'est surtout une focalisation. On a exclu en fait tous les critères pour lesquels il y a suffisamment de législation ou de réglementation dans les normes. Ça permet de focaliser un peu plus sur les éléments de durabilité qu'il faut considérer encore de manière particulière pour construire plus durablement que ce que l'exige déjà la loi ou les normes. Donc, on est passé de 45 critères à 35, ça fait 22% de critères en moins. Et pour les grandeurs mesurées qui sont à l'intérieur de ces critères, on en a 29% en moins. On est passé de 139 pour le SNBS 2.1 à 96 pour le 2023. Donc, l'ambition, comme vous le voyez, c'est de rendre le SNBS plus accessible et focaliser sur tous les éléments ou tous les critères de durabilité qui ne sont pas déjà traités au niveau de la loi ou au niveau d'une norme. On a lancé aussi à ce même moment le SNBS quartier, qui s'adresse à des quartiers d'au moins 10 000 m² de surface de référence énergétique avec au moins 2 affectations et au moins 2 bâtiments. Vous retrouvez ici une comparaison de tous les critères, à gauche pour le SNBS bâtiment, à droite pour le SNBS quartier, avec à chaque fois une mise en lumière des critères qui sont particuliers à l'un et à l'autre. Ceci, c'est aussi une slide que vous pourrez décortiquer tranquillement après cette séance en ligne. Un élément important du SNBS, c'est les aides à l'utilisation, puisqu'on modifie très très peu le cahier des charges des exigences ou le descriptif de ces critères. L'idée, c'est qu'on travaille 2 fois par année sur l'aide à l'utilisation, tant pour le SNBS bâtiment que pour le SNBS quartier, à chaque fois avec une mise en évidence des changements qui sont réalisés dans ces aides à l'utilisation pour assurer un suivi le plus facile possible pour les professionnels qui les utilisent. Un élément auquel je voulais vous rendre attentif, en particulier, tant pour le SNBS bâtiment que pour le SNBS quartier, c'est en bas à gauche, le quoi fournir par qui. En l'occurrence, c'est une liste de justificatifs. C'est un tableau Excel qui documente pour chaque critère quels sont les justificatifs à fournir et quel est le professionnel en principe qui devrait s'en occuper pour faciliter la répartition des tâches de chacun dans un projet SNBS qui couvre un panel justement assez large. Vous retrouvez la même chose aussi pour le SNBS quartier. Toutes ces informations du côté du SNBS, on a essayé de les diffuser aussi par différents canaux. D'abord avec un webinaire avec les cités de l'énergie pour présenter le SNBS quartier et Minergie quartier comme successeur au label Site 2000 watts et comment l'un et l'autre se positionner. On retrouve ici Erwan Penaren qui est le responsable SNBS pour la Suisse romande et de l'autre côté Michel Wies qu'on ne voit pas en photo mais qui est le responsable Minergie également pour notre coin de pays. On a organisé plusieurs lunch sessions, à chaque fois autour de critères du SNBS, un premier autour de la construction sans obstacle, un second autour du SNBS quartier, un troisième sur le rôle du conseiller de projet, puisque c'est un rôle, comme vous vous imaginez, qui est assez vaste de coordination. On a organisé également une rencontre de professionnels en Suisse romande avec cette fois-ci comme highlight le concept d'affectation et de gestion qui est toujours un critère assez difficile en termes de justification. Et puis on a essayé à l'aide d'exemples d'illustrer ce qui était attendu pour ce critère-là, de faire en sorte que d'une part les demandes de certification soient le plus faciles à réaliser et d'autre part également à contrôler. On a fait aussi plusieurs remises de certificats. En tout, il y a 20 bâtiments et 4 quartiers qui ont obtenu leur certificat provisoire en 2025. Une très très bonne nouvelle aussi pour l'évolution du SNBS en Suisse romande. Voilà, je passe maintenant à Minergie en jetant un œil sur la montre. Pour commencer avec une vue d'ensemble de notre portefeuille de produits, en précisant donc qu'on a introduit Minergie quartier en 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le gros highlight de l'année passée, c'était l'introduction de Minergie exploitation au début de l'année. Je reviendrai sur ce produit en particulier.
Il y a maintenant 3 slides où on retrouve à chaque fois une vue d'ensemble des différentes exigences de Minergie avec à chaque fois un focus sur un critère en particulier. Ici, en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'introduction en 2023 d'une limite au niveau des émissions grises, on le verra qu'on a renforcé déjà cette année. Et puis, la vue d'ensemble de tous les critères de Minergie. La même chose pour Minergie Eco qui a introduit des nouvelles thématiques comme l'économie circulaire ou la lutte contre la sédentarité. Et la proposition, justement, comme je vous l'ai dit, Minergie Quartier, qui s'adresse à des quartiers avec aussi 2 bâtiments, comme pour le SNBS, par contre, qui est accessible à partir de 3000 m² de surface de référence énergétique. On était présent partout en Suisse romande en 2025. Vous voyez ici une petite vue d'ensemble des activités et du lieu où ces activités ont eu lieu. On était présent par exemple au Salon Bois à Bulle autour d'une manifestation Minergie Eco. Vous retrouvez ici Michel Wyss, justement le responsable de Minergie pour la Suisse romande. On a fait une remise d'un certificat Minergie P au nouveau centre de recherche et de conservation du Jura. Un certificat Minergie P également à la coopérative La Meute, aux Plaines du Loup, à Lausanne. Et justement, le 22 mai 2025, on a lancé ce nouveau standard Minergie Exploitation. Ce Minergie Exploitation s'inscrit dans la suite de SQM Exploitation, cette fois-ci avec l'ambition d'avoir vraiment un certificat qui est une preuve que l'efficacité énergétique est maximale et les coûts d'exploitation minimaux. Puisque les standards Minergie s'adressent à la construction, assurent qu'on construise de manière à pouvoir exploiter de manière efficace et ce certificat-là vient confirmer qu'en exploitation, c'est bel et bien le cas. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi une distinction pour les propriétaires qui contribuent en exploitation à la protection du climat. L'évaluation est entièrement automatisée. Dans les standards Minergie, il y a des obligations d'équipement de monitoring et qui permettent ensuite, de manière tout à fait standard, de transmettre ces informations à la plateforme des labels pour permettre une comparaison entre les indicateurs de performance qui ont été calculés et les indicateurs de performance réels. On a en Suisse romande la première certification Minergie Exploitation qui est en cours avec le bâtiment Alto Pont-Rouge à Carouge. Je poursuis avec une vue d'ensemble de nos activités, avec l'inauguration du quartier Cour de Gare et la remise des certificats Minergie. Ici, 2 fois avec Vincent Luet, le responsable de la communication dans notre agence romande, également présent justement à l'école de Rossan pour un certificat Minergie P. On participe chaque année aussi au prix roman de l'immobilier où on identifie en fait les bâtiments qui sont certifiés Minergie et cette année le prix de la durabilité a aussi été gagné par un bâtiment Minergie, en l'occurrence la Blue Factory à Fribourg. Et on a remis un certificat Minergie Eco au Collège des Tertres à Neuchâtel. C'était un projet de longue haleine. On était content de pouvoir certifier de manière définitive cet objet. Je vous l'ai dit en introduction, on a aussi rencontré tous nos membres et partenaires spécialistes à Lausanne le 30 octobre. L'idée, c'est pour eux toujours de leur donner des informations en primeur sur ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, de sorte qu'ils puissent s'y préparer au mieux. La dernière remise de certificat qu'on a fait l'année passée, c'était le site industriel des métiers à Vernier, 15 000 m² de surface industrielle et artisanale certifiée Minergie. Le dernier highlight de 2025, c'était encore notre évaluation des communes qui ont le plus de bâtiments Minergie qui ont été certifiés. Puis on était très content d'avoir 2 communes romandes qui ont gagné un prix, en l'occurrence la commune de Rossemaison pour les petites communes, une commune de 700 habitants, et puis la commune d'Épalinges qui a remporté ce prix certainement en particulier à cause du campus Biopôle qui est construit sur son territoire, mais aussi grâce à une politique de développement durable qui est réellement mise en œuvre et pour laquelle il se donne réellement les moyens. J'en arrive maintenant au changement introduit au 1er janvier 2026.
D'abord, on a renforcé la valeur pour les émissions grises d'environ 7 à 8%. On a procédé à des harmonisations en termes de terminologie avec le MOPEC 2025. On a introduit des recommandations pour l'instant supplémentaires pour les bâtiments industriels. Et puis, on a mis à jour la nouvelle classification des lave-linges et des sèche-linges, puisque l'étiquette énergie de ce genre d'appareil électrique évolue d'année en année. Le point le plus important, c'est le renforcement de la limite pour les émissions grises. Et puis, je vous ai mis ici un petit graphique qui permet de situer le niveau d'exigence avec d'abord de gauche à droite la valeur limite du complément éco, la valeur limite 1, ensuite la valeur limite 2 du complément éco, les exigences dans les standards énergie qui s'appliquent depuis le début de cette année, et puis celles qu'on avait jusqu'à la fin de l'année passée qui ont été reprises également dans le MOPEC 2025. On a procédé à différentes adaptations aussi au niveau de Minergie Cartier, d'abord avec quelques allègements concernant... Petit incident, excusez-moi pour le bruit. Donc, je reprends d'abord avec un allègement concernant les exigences de certification pour les bâtiments existants, la possibilité de travailler aussi avec le CECB pour prouver son niveau de performance énergétique. Ensuite, au niveau des émissions grises, un renforcement aussi à la valeur limite 2 du complément éco. Vous avez vu tout à l'heure environ à quel niveau ça se situait. Au niveau des espaces verts, on a modifié la logique dans le sens qu'on a des exigences maintenant qui sont adaptées à chaque catégorie d'ouvrage, donc le pourcentage de surface qui doivent être verts. Pour ce qui est des ombrages par les arbres, on a défini aussi un espace racinaire minimal à respecter, puisque vous le savez peut-être, l'espace racinaire est directement lié à la taille qu'un arbre peut avoir aussi hors sol. Et puis, on a flexibilisé les exigences concernant la gestion naturelle des eaux pluviales en travaillant à présent avec une valeur cible plutôt que par une définition de mesures à mettre en œuvre. On a documenté aussi tous ces changements maintenant sur notre site internet en cliquant simplement sur ce lien ou directement sur notre site internet. C'est accessible assez facilement. Pour l'instant, on est remonté jusqu'en 2016. En cliquant sur chaque onglet, vous voyez les modifications qui ont été réalisées en chaque début d'année. Ça permet d'avoir un suivi des évolutions des exigences de Minergie. Ça s'adresse tant aux professionnels que parfois, des fois, aux banques qui exigent ou qui donnent des hypothèques avantageuses pour des bâtiments qui sont certifiés Minergie. Ça leur permet de voir à quel niveau d'exigence le bâtiment qu'ils financent était soumis. Je voulais encore vous faire un petit topo sur le MOPEC 2025 qui a été ratifié l'année passée par la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. Si je devais faire une petite synthèse de ce MOPEC 2025, je dirais qu'il y a les valeurs limites de l'AICI à 380 bar-1 à respecter pour ce qui est du besoin de chaleur pour le chauffage. Il y a une production de chaleur intégralement renouvelable à réaliser, 20 watts pic par mètre carré de surface de référence énergétique de photovoltaïque à installer et une valeur limite à respecter pour les émissions grises. On l'a vu tout à l'heure. Soit on respecte ces exigences de manière ponctuelle, soit on passe par une justification globale via un CECB ou via une certification Minergie. Il n'y a plus de justification globale qui est prévue dans le MOPEC en tant que tel. Maintenant, il y a encore 2 slides de détails qui concernent tous les articles du module de base du MOPEC et qui les comparent avec les exigences qu'on a dans les standards Minergie. Vous pourrez étudier ça aussi plus tranquillement à la maison. Et on va aussi faire un Minergie savoir-faire actuel spécifiquement sur ce sujet avec Steve Michaud du canton de Neuchâtel. Je voulais vous donner encore une petite information sur la plateforme des labels qui s'est vraiment bien établie. On a 7500 utilisateurs actifs sur cette plateforme, environ 300 connexions par jour, 4200 nouveaux justificatifs qui ont été créés depuis son lancement en 2023.
Les améliorations qu'on a opérées en 2025, c'est des optimisations au niveau de la saisie des bâtiments, l'intégration des modules Minergie, l'intégration de Minergie Exploitation. On a essayé d'optimiser aussi la procédure de certification et puis on a intégré Minergie Italia, puisque je ne l'ai pas dit encore, mais on a lancé Minergie Italia l'automne dernier. Les perspectives qu'on a pour 2026, c'est la possibilité d'introduire la possibilité de dupliquer des bâtiments qui sont déjà existants. On va optimiser encore la présentation concernant la certification définitive pour optimiser encore ce processus. Ça va réjouir certainement beaucoup de professionnels aussi. On va faire une étude de faisabilité d'une interface avec les outils de calcul du besoin de chaleur pour le chauffage et selon le résultat, mettre en place cette interface encore cette année. Et puis, on a optimisé encore la gestion et la vue d'ensemble de toutes les pièces justificatives qu'il faut fournir pour un bâtiment Minergie. Dans l'année 2026, on va lancer aussi un nouveau standard, le Minergie ZeroNet, avec en primeur quelques informations. L'idée d'abord, dans un premier temps, c'est d'éviter les émissions de CO2 dans ce nouveau standard. Donc, on exigera un standard de construction du niveau de Minergie A-Eco ou de Minergie P-Eco. On aura une valeur limite concernant les émissions grises qui sera encore respectée. Si vous vous souvenez de ce graphique tout à l'heure, donc c'est l'idée d'exiger la valeur limite 1 du complément éco. Ensuite, on prendra en compte tout le carbone qui est stocké à l'intérieur du bâtiment. Et puis, il faudra équilibrer le bilan carbone de sorte qu'on arrive à un bilan carbone qui soit réellement neutre sur l'ensemble de la durée du bâtiment en recourant à des technologies d'émissions négatives. Plus d'informations sur ce sujet le 12 mars 2026 de 16h à 19h à Lausanne avec un événement de lancement de ce nouveau standard Minergie ZeroNet. J'en arrive maintenant à quelques divers. On est en train de travailler avec tous les cantons romans pour remettre à jour cette vue d'ensemble qui date encore du début de l'année passée. L'idée, c'est d'avoir de manière très détaillée toutes les subventions et les avantages dont on peut bénéficier quand on travaille avec le CECB, Minergie ou le SNBS. Et vous retrouvez toutes ces informations sur notre plateforme Minergie Savoir-Faire. D'ici le début de la semaine prochaine, la présentation de ce jour, la vidéo autant que le PowerPoint seront à votre disposition. Et si vous voulez en savoir plus ou continuer à vous former, notre offre de formation continue Minergie et SNBS est également online pour le premier semestre 2026. Et grâce à la CRDE, que je profite de remercier au passage, on peut proposer ces formations à des tarifs qui sont vraiment très avantageux, voire symboliques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais passer maintenant aux questions et réponses. Alors, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors, bonjour. Plusieurs cantons exigent pour les demandes de subvention d'avoir un CECB version 2023. Or, les CECB réalisés entre 2016 et 2023 sont toujours valables. Oui, c'est vrai. Avez-vous discuté avec les cantons de savoir si les CECB entre 2016 et 2022 peuvent toujours être utilisés pour les demandes de subventions sans les mettre à jour en version 2023 ou quelqu'un a-t-il un retour d'expérience à ce sujet? Alors, j'ai pas de retour d'expérience spécifique sur ce sujet. Ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'on a introduit en fait la version 2016 de la 380/1. Donc, je peux imaginer qu'en fait, c'est la motivation des cantons d'exiger un CECB qui date de 2023. Je rappelle malgré tout qu'une mise à jour maintenant coûte 30 francs, donc ça reste quelque chose de symbolique. En principe, il n'y a aucune des données qui permettent de générer ce CECB 2023 qu'il faut réviser pour pouvoir procéder. Mais effectivement, là, ce serait pour le coup à voir avec le service cantonal de l'énergie pour le canton dans lequel le bâtiment est construit. Ensuite, une question qui concerne
le rapport de conseil. Donc, vous mentionnez un rapport plus poussé sur les alternatives de chauffage possibles sur demande du propriétaire. Est-ce que cette partie peut être subventionnée par le programme Chauffer renouvelable de la Confédération? Alors, c'est deux choses séparées. Le programme Chauffer renouvelable, il focalise effectivement vraiment sur la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le CECB, c'est quelque chose qui va plus loin puisqu'on analyse aussi tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment. Et la logique, c'est plutôt de dire, dans le programme chauffé renouvelable, à un moment donné, que ce qu'il serait pertinent d'analyser le bâtiment à une échelle un peu plus large, qui intègre justement aussi les éléments de l'enveloppe. Et dans le CECB, bah, vous avez la possibilité d'avoir des variantes de rénovation énergétique qui sont spécifiques au changement du producteur de chaleur. Ensuite, une question qui concerne les catégories supplémentaires. Alors, effectivement, c'est le projet sur lequel on travaille en ce moment. Je vous ai parlé de la codification 3.0. La prochaine version de la codification cible exactement, a pour objectif exactement ce sujet-là, donc de définir une méthodologie de calcul et de classification pour les catégories de bâtiments supplémentaires. Je regarde vite derrière mon écran pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, l'idée c'est que cette nouvelle version de la codification soit élaborée pendant l'année 2026, ratifiée aussi par l'ENDK pendant le début 2027, de sorte à ce que la nouvelle codification soit programmée dans l'outil CECB début 2028. Donc, c'est des échéances qui sont assez longues, mais c'est un travail qui est aussi assez pointu pour trouver en fait une méthodologie qui soit pertinente du point de vue de la classification de la performance énergétique sans être trop compliquée dans le sens qu'elle nécessite trop de travail pour les experts CECB et qui soit aussi trop coûteuse au final. Ensuite, j'ai une question. Bon, je vous indiquais des exigences Minergie sont allégées pour les bâtiments existants. Pourriez-vous être plus précis? Alors, ça concernait spécifiquement notre standard Minergie quartier. Puisque dans des quartiers, en fait, on a souvent des objets qui sont déjà existants, pour lesquels ce n'est pas toujours possible d'arriver jusqu'à une certification Minergie. Donc, en l'occurrence, on permettrait maintenant de travailler avec le CECB et des niveaux de performance minimaux à atteindre pour les CECB. Ça va même un peu plus loin. Pour les bâtiments qui sont protégés, on a même la possibilité de se soustraire complètement à des exigences de performance énergétique, pour autant qu'on arrive à documenter qu'on a eu une discussion avec les autorités qui sont en charge de la protection du patrimoine et que c'est effectivement eux qui limitent les possibilités de rénovation énergétique ou de rénovation d'éléments d'enveloppe, par exemple. On a une question ensuite qui concerne les projections 2026 de Minergie. Qu'entendez-vous par duplication des bâtiments? Donc ça, c'était une information qui concernait la plateforme des labels. En l'occurrence, pour l'instant, à chaque fois qu'on réalise un nouveau projet, il faut saisir toutes les informations concernant le nouveau bâtiment pour lequel on veut déposer une demande de certification. Et ça permettrait, la proposition de duplication, ça permettrait de gagner du temps, typiquement sur un quartier dans lequel on a des bâtiments qui sont plusieurs fois identiques. Ça permettrait de dupliquer simplement un bâtiment qu'on a déjà saisi. Ou des fois aussi, il y a des typologies un peu de bâtiments selon les architectes, pardon, selon les professionnels de l'énergétique qu'on retrouve. Et cette possibilité de duplication, c'est simplement une proposition pour gagner du temps. Une amélioration pour gagner du temps, je dirais. Ensuite, j'ai une question encore qui concerne les nouvelles affectations. Avez-vous prévu l'ajout de nouvelles affectations à traiter avec le CECB? Bah, ça, c'est la question qu'on a déjà eue tout à l'heure. Effectivement, c'est prévu. C'est le gros projet au niveau de la méthodologie de calcul sur laquelle on travaille en ce moment. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Attends encore 2 minutes. Alors, j'en ai une maintenant qui est arrivée. Pourriez-vous préciser les nouvelles exigences sur l'étiquette énergie selon le MOPEC 2025?
Oui, alors l'idée, bah, c'est justement d'avoir renforcé la limite entre les classes B et C pour être aligné sur cette euh, idée du MOPEC 2025. Je reviens, voilà. Donc, sur cette exigence du MOPEC 2025 de recourir intégralement à des énergies renouvelables, jusqu'à maintenant, la limite BSC était définie sur la base d'un recours à maximum 80% d'énergie fossile. Elle a été renforcée aussi par rapport à cette obligation d'installer du photovoltaïque. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas du tout d'obligation de photovoltaïque. La valeur limite pour les émissions grises n'est pas traitée dans le CECB. Donc, ces renforcements ont eu comme conséquence que la limite entre la valeur, entre les classes B et C a été revue à la baisse. Donc, ça implique que certains bâtiments qui étaient classés au niveau de la performance énergétique globale en catégorie B jusqu'à maintenant bah, seront déclassés en catégorie C. Et si on remonte plus dans les classes, si on s'était contenté de faire ça, bah, on aurait eu toute une série de bâtiments existants qui se seraient retrouvés dans des classes F, G, voire très loin dans le G. Et le défaut de ce constat, c'est que malgré certaines mesures de rénovation énergétique, les bâtiments n'auraient pas amélioré leur classe de performance énergétique globale. Donc c'est pour ça que dans cette nouvelle version de la qualification, qui sera lancée pendant le troisième trimestre de cette année dans l'outil CECB, ben, à partir de la classe C, on aura des sauts de classe qui seront plus de 50%, mais de 75%, ce qui permettra d'avoir une bonne diffusion aussi des bâtiments existants et de bâtiments pour lesquels des mesures de rénovation énergétique ont été réalisées sur ces classes. On va communiquer encore spécifiquement aux experts CECB sur ces modifications avant qu'elles interviennent vraiment dans l'outil. Alors, une question concernant le lancement de Minergie Zéro Net. Est-ce qu'il y aura une vidéo de la conférence? Je pense pas qu'on va la filmer, c'est pas encore arrêté définitivement, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a prévu. Par contre, effectivement, toute la documentation, on va dire, et le contenu qu'on va présenter pendant cette manifestation sera disponible sur notre site internet, dans notre rubrique news après l'événement. Et comme je le disais en introduction, si vous avez après des questions spécifiques concernant ce label, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à partir du 12 mars. Ensuite, j'ai une question concernant les conditions pour devenir expert CECB. Donc, en fait, les experts CECB sont accrédités sur la base de leur parcours professionnel et puis de leur formation académique. Sur le site internet cecb.ch, vous retrouvez une description des exigences qu'il y a à ce sujet. L'idée, c'est de s'assurer pour nous que les postulants aient les qualifications nécessaires pour faire du diagnostic énergétique qui tienne la route et pour conseiller de manière adéquate les propriétaires dans la rénovation de leur objet. Vous trouvez justement sur le site cecb.ch un détail de ces conditions et également la procédure pour le devenir. Ici, j'ai une question. Auriez-vous une comparaison concernant la loi sur l'énergie par canton roman, typiquement avec celle qui vient d'être approuvée au canton de Vaud? Alors, ça, on n'a pas de manière spécifique. Je pourrais en discuter effectivement avec les cantons romans de produire quelque chose de similaire au MOPEC 2025. Vu que Minergie s'inscrit dans une logique nationale et des exigences qui sont les mêmes partout, pour l'instant, on a fait ce comparatif avec le MOPEC 2025, mais effectivement, ce serait quelque chose qui serait imaginable dans un next level ou dans une prochaine évolution aussi par canton roman. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour ce qui est des extensions, surélévation dans le CECB+, est-il prévu d'avoir une notation d'enveloppe et globale séparée entre les zones rénovées et les zones neuves? En effet, les exigences de notes à atteindre par les autorités cantonales sont différentes entre rénovation et neuf. Nous nous retrouvons à devoir atteindre des notes globales pour du neuf sur des bâtiments rénovés bénéficiant d'une surélévation, par exemple. Alors, ce n'est pas prévu en tout cas au niveau de l'étiquette énergie, donc vraiment la première page qu'on retrouve sur le CECB. Là, la stratégie reste
pour le propriétaire d'avoir une note globale pour le bâtiment. Par contre, à l'intérieur du rapport de conseil, là, l'expert CECB a effectivement toute liberté pour procéder à des évaluations qui sont spécifiques à une partie de bâtiment. Mais effectivement, c'est du travail en plus et qui n'est pas standardisé dans l'outil CECB. Ensuite, les changements liés au MOPEC qui viennent d'être évoqués, nota nouvelle codification, ne vont pas toucher les étiquettes globales ou aussi ne vont toucher que les étiquettes globales ou aussi l'étiquette enveloppe, CF, liée à l'impact sur la 380/1. Impact pour demande de subvention où une condition est liée à l'étiquette enveloppe et on est d'accord que rentrer en vigueur qu'en 2028. Alors, oui et non, donc je reprends. L'idée, c'est effectivement les changements qui sont liés au MOPEC ne concernent que la performance énergétique globale. L'enveloppe ne bouge pas du tout. L'enveloppe, elle a bougé il y a 3 ans quand on a introduit la 380/1 de 2016 qui remplaçait la version précédente. Là, il y a eu des changements sur l'enveloppe. Ils étaient plus mineurs que les changements qu'il y a maintenant sur la performance énergétique globale. Et ça, c'est peut-être l'élément qui est rassurant, on va dire, pour tout ce qui est demande de subvention. À ma connaissance, c'est toujours le plus petit saut de classe qui est pris en compte pour le calcul de la subvention. Et c'est en général sur l'enveloppe qu'il y a le plus petit saut de classe. Donc, ça ne va pas changer de manière drastique pour ce qui concerne les subventions. Concernant l'entrée en vigueur, non, ce sera beaucoup plus tôt. La codification 3.0, donc avec ce changement MOPEC 2025, est déjà définie. Elle est déjà consultable online sur notre site Internet et elle est en train d'être programmée dans l'outil CECB en ce moment. Go live au 3e trimestre de cette année. On informera les experts dès qu'on est un peu plus précis sur la date et on informera de toute façon de manière plus détaillée sur les conséquences de ce changement. Voilà, pas de nouvelles questions pour l'instant. J'attends encore 2 minutes peut-être. Voilà, ben, il n'y a pas de nouvelles questions dans le Q&R. Je vous propose donc de clore ce Minergie Savoir-faire actuel en vous remerciant pour votre participation, en remerciant aussi Marion Bissic pour son organisation, notre responsable formation continue. Si vous avez des questions que vous n'avez pas posées aujourd'hui ou des questions qui concernent un projet spécifique, appelez-nous, on est là pour y répondre. Au plaisir de vous revoir à un autre événement. Les prochains sont notre Minergie Savoir-faire sur le MOPEC 2025 en particulier et le 12 mars, le lancement de Minergie Zéro Net à Lausanne. En espérant vous retrouver nombreux, je souhaite tous un bon appétit, une bonne après-midi. Au revoir.